À Grenoble, depuis le 9 octobre 1943, une atmosphère particulièrement tendue pesait sur la ville. Ce soir-là, rentrant tranquillement de son travail dans une usine métallurgique de la Croix-Rouge, l'ingénieur Abri s'apprêtait à retrouver sa jeune femme et son bébé, né de quelques jours. Près de son domicile, voisin du cinéma royal, il descendit de bicyclette et mit la main dans sa poche, sans doute pour y prendre ses clés. Un soldat allemand de faction devant le cinéma, lequel était réservé aux membres de la Wehrmacht, remarqua ce geste et, apeuré, tira sans sommation. Abri s'affaissa, foudroyé. La nouvelle de ce véritable assassinat se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. 2 jours plus tard, les obsèques de l'innocente victime eurent lieu dans la matinée. À l'église Saint-Louis, une foule dense et calme, mais de ce calme précurseur des tempêtes, assista à la cérémonie. Le char mortuaire disparaissait sous les gerbes de fleurs. Un service d'ordre important et sévère canalisait le cortège qui devait emprunter un itinéraire imposé. Une foule énorme faisait la haie. Tout Grenoble avait voulu exprimer sa sympathie pour la victime et marquer sa réprobation de cet acte odieux. Les Allemands, ayant reçu des ordres spéciaux, étaient consignés dans leur cantonnement. Après avoir accompagné à sa dernière demeure celui qui fut l'un des premiers martyrs grenoblois, la foule revint lentement en grondant. Quelques personnes entonnèrent l'hymne national et des cris montèrent. « Assassin !» Puis, un cortège de jeunes gens se forma et se dirigea vers le cours Beria où, au 22, se trouvait la Gestapo. L'occupant avait demandé, dès son installation, la mise en place d'un piquet de police française. 2 agents du corps urbain des gardiens de la paix montaient la garde en permanence devant l'immeuble. La manifestation, arrivant à hauteur de la Gestapo, et le cri « Assassin !» étant scandé maintenant avec une vigueur sans cesse accrue, les Allemands demandèrent aux agents d'intervenir. Ceux-ci refusèrent. Une sanction sera prise contre eux plus tard. Les soldats allemands intervinrent alors avec leur habituelle brutalité à coups de crosse. Des coups de feu éclatèrent, tirés par les mitraillettes allemandes, heureusement sans faire de victimes. Lorsque le cortège fut dispersé et le cours Beria dégagé, le cri vengeur se faisait toujours entendre dans la ville, implacable. « Assassin !» Depuis ce jour, les nuages n'avaient cessé de s'amonceler. L'atmosphère tendue laissait présager le drame. Justement, le 11 novembre approchait. Tout le monde sentait qu'il se passerait quelque chose et l'on attendait anxieusement ce jour pour pouvoir crier à nouveau contre l'oppresseur. Selon les directives reçues de la France libre, par la voix de son porte-parole à la radio de Londres, Maurice Schumann, les divers mouvements de résistance de l'Isère avaient en effet décidé de montrer à l'occupant que rien, ni sa tyrannie, ni ses méthodes barbares de répression, n'empêcherait les Grenoblois de manifester leur confiance inébranlable dans la victoire finale du droit et de la justice. Depuis plusieurs jours, des mains mystérieuses avaient tracé sur les murs le V et la croix de Lorraine avec les consignes du rassemblement. Des papillons collés aux murs et aux arbres, malgré le couvre-feu fixé à 20 heures, des tracts glissés dans les boîtes aux lettres ou sous les portes, invitaient la population à se grouper. Le 10 novembre, les services de renseignement de divers réseaux prévenaient les organisations que la réaction allemande était prête et qu'elle serait implacable. Devant cette menace, ordre fut donné aux patriotes de s'abstenir à tout prix de participer à la manifestation au monument des Diables Bleus. Mais au matin de ce 11 novembre, un jeudi au ciel gris et triste, la presque totalité des ouvriers ou employés grenoblois ne se rendit pas au travail. Les patrons avaient pourtant reçu l'ordre impératif d'ouvrir leurs établissements. La presse, fidèle en cela aux directives vichysoises, avait insisté sur le fait que le 11 novembre ne serait pas chômé. Ce fut en vain. Les travailleurs ne s'inclinèrent pas. La ville présentait ce jour-là un caractère particulièrement émouvant. Une atmosphère à la fois lourde et enthousiaste flottait sur la rue qui n'avait pas son animation coutumière. Des groupes stationnaient, attendaient. Vichy ayant donné des ordres sévères pour la répression de toute manifestation, un important service d'ordre fut mis en place dès les premières heures de la matinée. Aux carrefours principaux, aux passages à niveau, vers le centre de la ville, vers la préfecture, des gendarmes, des gardes mobiles, des gardiens de la paix se trouvaient disposés en barrage. Un important peloton de garde à cheval stationnait place de la Bastille avec des fusils mitrailleurs. Un autre,
semblablement armés, se trouvaient dans la rue Clobé, un troisième vers l'Aigle. Des gendarmes, dans des cars, étaient prêts à se transporter rapidement vers les points critiques. Quant aux Allemands, rien ne semblait changer chez eux. Très peu circulaient en début de matinée. À 10 heures, comme obéissant à un signal, tous les commerçants baissèrent leurs volets. Le volume de la foule et des groupes en stationnement augmentait à chaque minute. Les allées du cours Jean Jaurès étaient remplies de monde. Des gens entonnent la Marseillaise. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La foule reprend en chœur, descend sur la partie centrale, serre les rangs, déferle jusqu'à l'avenue Alsace-Lorraine. Le service d'ordre reste impassible. Les manifestants affluent de toutes parts. Quelques-uns portent de grandes pancartes. Le cortège se dirige vers le bureau de la milice, place Victor Hugo. Là, des cris, des coups de sifflet traduisent furieusement le mépris de la population pour ces ignobles collaborateurs. Les miliciens, tremblants de peur, terrés au fond de leur boutique, ne réagissent pas. Quelques groupes de manifestants se rendent place Grenette, vers l'hôtel moderne, repère des PPF, Parti populaire français. Les huées reprennent de plus belle. Cette fois, la police intervient. Le cortège se reforme et semble se diriger vers le monument des Trois Ordres, place Notre-Dame, tandis qu'une autre partie s'en va vers la préfecture. Mais ce n'était qu'une feinte. Le grand rassemblement final, comme un défi, puisque le danger était connu, va s'effectuer près du monument des Diables Bleus. Il est près de midi, lorsque simultanément, de toutes les voies d'accès à l'immense carrefour, la foule débouche en masse. Les maigres cordons de gendarmes sont débordés, submergés. Les manifestants, au nombre de 1500 à 2000, dans un ordre imposant, parviennent au pied du monument et y déposent des fleurs. Un patriote se hisse sur le socle de granit et place un drapeau tricolore dans les bras de la statue de bronze. Alors, puissant comme jamais il ne l'avait été dans la matinée, notre chant national est entonné par la foule en délire dans laquelle se trouvent de nombreuses femmes et de tout jeunes gens. Une fois encore, les Grenoblois peuvent montrer leur cœur. C'est alors que, pressentant l'intervention des troupes allemandes, le lieutenant David, adjoint au commandement de la compagnie de gendarmerie de l'Isère, monte sur l'une des bornes qui entourent le monument, invite la foule à se retirer. Celle-ci va obéir dans le calme retrouvé. L'ordre règne à nouveau, car des renforts de police ont été amenés, sous le commandement du commissaire central Toussaint et des commandants de la gendarmerie. La foule est parfaitement canalisée vers le centre de la ville. Soudain, de la maison des étudiants, siège d'un état-major allemand, de nombreux soldats, ainsi que des policiers de la Gestapo, sous les ordres de plusieurs officiers, surgissent en trombe. Ils sont armés de fusils mitrailleurs, de mitraillettes et de pistolets qu'ils braquent vers la foule. Déployés en tirailleurs, ils effectuent rapidement un vaste mouvement d'encerclement. Fort heureusement, les forces de police françaises se trouvent en ce moment entre la foule et les Allemands. Cette situation, qui n'avait pas été prévue par les Allemands, les fait hésiter. Malgré l'ordre reçu, ils n'ouvrent pas le feu sur les manifestants et cette circonstance évite une véritable tuerie. Cependant, parti on ne sait d'où, un coup de feu claque. C'est le signal d'une véritable débandade qui permet à la moitié au moins des manifestants de s'échapper, soit par le parc de l'Exposition, soit par l'avenue des Bains, tandis que la redoutable tenaille allemande se referme sur 1 millier de personnes environ. Le commissaire central et les officiers commandant les forces de police, qui s'étaient précipités devant les soldats allemands pour les empêcher de tirer, sont mis en joue et arrêtés sur l'ordre d'un officier écumant de fureur. Conduits immédiatement à la maison des étudiants, M. Toussaint, les commandants Gondran et Stévenin, ainsi que le capitaine Cloître, sont désarmés et minutieusement fouillés au milieu des cris et des hurlements des Allemands déchaînés. Pendant ce temps, les soldats allemands poussent à coups de crosse les manifestants, parmi lesquels plusieurs gardiens de la paix, jusqu'à un enclos ceinturé de fils de fer barbelés entre la maison des étudiants et le manège de la défense passive. Un officier français de la commission d'armistice intervient en compagnie d'un officier allemand de la même commission pour faire relâcher les manifestants. Ils sont très mal accueillis par l'officier supérieur allemand, le commandant Hamann. Cet officier haineux, n'ayant que la menace aux lèvres, oppose une fin de non-recevoir brutale à la demande courtoisement adressée. Les ordres reçus lui interdisent toute faveur, affirme-t-il. L'officier médiateur ne se tient pas pour battu et négocie alors en faveur d'une fraction des manifestants. L'Allemand, de plus en plus surexcité, semble finalement fléchir lorsqu'il s'agit du commissaire Toussaint et des 3 officiers. Il dit que ces 4 personnes mériteraient d'être fusillées, n'ayant rien fait avec leur saloperie de police pour empêcher la manifestation,
qu'il aurait fallu disperser la foule par des moyens plus énergiques. Ces graves événements sont très vite connus en ville où dans de très nombreuses familles, quelqu'un n'est pas rentré. Ceux qui ont pu s'échapper sont assaillis de questions par les parents angoissés. Dès le début de l'après-midi et peu de temps après ces incidents, les parents et amis de manifestants arrêtés tentent de s'approcher du parc des détenus où des mitrailleuses ont été mises en batterie. Plusieurs dizaines d'entre eux, ainsi que des passants qui se rendent à leur domicile ou à leur travail, sont à leur tour appréhendés et brutalement poussés avec les autres détenus. Les Allemands, qui craignent une nouvelle manifestation, font circuler des voitures équipées de haut-parleurs dans les rues de Grenoble, informant la population que le moindre rassemblement sera dispersé par le feu de leurs troupes. Pourtant, une légère détente survient en fin d'après-midi. Les femmes et les enfants sont relâchés, après être restés plus de 5 heures derrière les barbelés sous un ciel gris et une température glaciale. Puis un peu plus tard, des camions allemands fortement gardés viennent s'aligner le long des barbelés. Comme du bétail, les malheureux y sont brutalement entassés et transportés à la caserne de Bonn, pendant que 2 automitrailleuses patrouillent le long du lugubre convoi. Le lendemain, quelques dizaines de prisonniers sont encore relâchés. Quant à ceux qui restent, il n'est pas possible de les approcher. Les familles tentent sans résultat de leur faire parvenir des vêtements, car beaucoup sont peu vêtus et ne peuvent se protéger de la température précocement hivernale. Et au soir du 13 novembre, un samedi encore plus gris que les jours précédents, les camions sont à nouveau remplis et mis en route. Les automitrailleuses qui les escortent escaladent les trottoirs pour faire le vide absolu dans les artères de la ville conduisant vers la gare. Là, 600 Grenoblois sont alors entassés dans des wagons à bestiaux à destination de l'Allemagne, via Compiègne, l'antichambre de l'enfer. Les abords de la gare, les passages à niveau, la gare de triage de la Buissrate sont gardés par la troupe. Les automitrailleuses patrouillent de tous côtés, interdisant toute circulation de part et d'autre de la voie ferrée. Malgré le secret gardé sur cet embarquement, de nombreux Grenoblois ont été prévenus. Bravant les consignes et le danger, car les Feldgrau ont reçu l'ordre de tirer sans sommation, des parents, des frères et des pères tentent d'apporter à ceux qui vont partir quelques vêtements. Parmi ceux qui parviennent au but, certains sont embarqués à leur tour. Et lorsque le train, emmenant vers leur destin les courageux citoyens de Grenoble, traverse la partie nord de la ville, on peut le voir hérissé de mitrailleuses et de fusils mitrailleurs. Les Grenoblois n'oublieront jamais ce 11 novembre 1943. Combien de malheureux déportés furent abattus pour avoir tenté de s'évader au hasard d'une halte. Nombreux aussi furent ceux qui, après un voyage calvaire, parvinrent à Compiègne dans un état physique si déficient qu'ils succombèrent par la suite au froid et à la faim. Quant à ceux qui parvinrent en Allemagne, dans les horribles camps de la mort lente, ils connurent là-bas les plus atroces souffrances. Une vague d'horreur succéda à cette déportation massive qui eut pour résultat d'ouvrir les yeux à de nombreux Français restés jusque-là trop neutres ou trop crédules. L'ordre nouveau venait d'apparaître sous son vrai visage. Entre les brutes nazis et les patriotes grenoblois, la guerre ouverte était désormais déclarée. La résistance, pleinement confiante en ses moyens, prépara sans tarder plusieurs opérations sensationnelles pour affirmer sa puissance et venger la déportation des Grenoblois et toutes les autres atrocités des occupants, désormais haïs de tous.